Ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre le débat sur les collectivités territoriales. Je vous rappelle que les sénateurs, parallèlement au comité Balladur, ont mené leur propre réflexion sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales sous la direction du sénateur Claude Belot. La mission Belot a donc rendu un premier rapport d'étape avec 27 préconisations, dont le regroupement volontaire des communes, des départements ou des régions. Ces préconisations sont donc présentées cet après-midi dans l'hémicycle. Bonne séance à tous. L'ordre du jour appelle le débat sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales. Je voudrais, mes chers collègues, vous dire quelques mots au début de ce débat. Sur la proposition de la mission temporaire sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales, nous avons pris l'initiative de proposer à la conférence des présidents de prévoir dans le cadre de notre semaine de contrôle, la première, un débat sur l'avenir des structures et des compétences de nos collectivités locales. Nous avons estimé que le Sénat, représentant constitutionnel et institutionnel des collectivités territoriales, devait tenir naturellement toute sa place dans les débats sur le devenir de la décentralisation. Et aujourd'hui, je crois que nous répondons ainsi à cette mission, mais aussi à l'attente des élus, mais aussi à l'attente de nos concitoyens attachés à la démocratie locale. Nous essayons d'ailleurs de prouver que le mouvement, j'allais dire, se confirme en marchant et d'innover pour trouver des formes de débat qui rendent nos interventions plus lisibles, plus audibles, plus vivantes. Dans cet esprit, nous avons partagé notre discussion en 3 séquences, mes chers collègues. La première pour permettre à l'ensemble de la mission d'exprimer, dans le respect du pluralisme de son bureau, les orientations de son rapport d'étape publié la semaine dernière, bien sûr après l'expression de son président. La deuxième étape dédiée aux groupes qui pourront ainsi réagir aux propositions de la mission temporaire et pourquoi pas celle d'un rapport d'un certain comité. La troisième, autour de 1h30, qui sera une séquence totalement nouvelle pour nous, qui s'apparente à des questions cribles, qui sera une séquence plus spontanée. Les sénateurs qui le demanderont, naturellement, dans un respect d'équilibre, non pas à la seconde, des groupes, pourront demander à intervenir pour maximum de 2 minutes 30, et s'ils sont interpellés, aussi bien la mission que le gouvernement pourra répondre. Madame la ministre, les ministres vont nous rejoindre dans quelques instants. Eux-mêmes pourront réagir et ils ont souhaité pouvoir réagir de la même manière. Cette démarche est expérimentale. Je demande à chacune et à chacun, en quelque sorte, d'entrer dans l'expérience, de faire preuve, j'allais dire, d'une certaine souplesse. Et je pense que nous y gagnerons. Sans doute nous nous retrouverons pour un exercice comparable, même si les termes des rapports de la mission seront sans doute différents, au mois de mai, et ainsi contribuer à cette réflexion lancée par le président de la République sur la réforme de la gouvernance de nos collectivités territoriales. Je vais, en attendant quelques secondes, maintenant, on va voir si c'est parfaitement synchronisé, et c'est parfaitement synchronisé. Madame Alliot-Marie nous rejoindra dans l'après-midi. Elle est retenue avec le président de la République en ce début d'après-midi. Monsieur le ministre, bienvenue. Je donne immédiatement la parole au président de la mission temporaire sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales, le président Claude Belot. La parole, mes chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est un moment important pour notre maison, que celui que nous vivons,
Et je voudrais remercier notre président Gérard Larcher d'avoir pris, dès que le président de la République a annoncé sa volonté de lancer le plus tôt possible un débat, mais aussi une réforme des collectivités territoriales, d'avoir immédiatement réagi en disant il faut que le Sénat traite pleinement ce sujet parce que c'est son rôle constitutionnel et puis que cela lui revient non seulement de droit, mais je crois c'est sa fonction purement et simplement avant tout. J'ai été désigné pour assurer le pilotage de cette mission temporaire. Je l'ai vécu comme un honneur. C'était au moment de la désignation. Je vais vous dire aujourd'hui que je l'ai vécu aussi comme 5 mois ou presque, mes chers collègues, que nous travaillons ensemble, je pense sous le contrôle de tous les membres de la mission, comme un moment de bonheur. Bonheur parce que je me suis rendu compte que cette maison était capable, au-delà de tout ce qui peut diviser, que cette maison était capable d'effectuer un travail d'intelligence, d'approfondissement et aussi de respect mutuel. Nous sommes divers par nos histoires, nous sommes divers par nos origines, nous représentons la France dans toutes ses nuances ou ses différences, mais nous sommes tous, sinon nous ne serions pas là pour la plupart d'entre nous, nous sommes tous agents, animateurs, acteurs de la vie locale et nous connaissons le sujet. Je me suis rendu compte que quelle que soit l'origine géographique, quelle que soit l'origine politique de ceux d'entre nous qui parlaient, qui analysaient, qui essayaient de faire avancer l'opération, eh bien, je me suis rendu compte que nous avions tous la même volonté partagée, que nous avions souvent des analyses convergentes et que nous avons été capables, et j'en remercie tous les membres de la mission, et plus particulièrement ceux qui ont agi, je dirais, en tête de ce travail conjoint. Je pense à Pierre-Yves Collombat, je pense à Rémy Pointreau, je pense à Yves Cratinger, je pense à Jacqueline Gouraud, mais aussi à tous les autres. Je pense que nous sommes arrivés à pouvoir vous présenter aujourd'hui, et ce sont les rapporteurs qui vont le faire, non seulement un document d'analyse, mais cela c'est des choses qu'on peut faire, mais aussi un document qui nous engage la mission, qui nous engage et qui sont des propositions votées à l'unanimité. Je crois que c'est important de pouvoir le dire aujourd'hui parce que c'est l'esprit qui nous anime. Alors le travail n'est pas fini, nous travaillons depuis 5 mois. Nous avons l'échéance du mois de mai qu'évoquait Gérard Larcher, et puis nous aurons la loi à l'automne. Il faudra bien arriver à cela, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que je crois profondément à cette maison, que j'y siège depuis bientôt 20 ans, c'est ma 20e année de présence ici. J'ai vu le Sénat dans toute sa globalité, être capable sur des textes fondateurs, dans des moments pas évidents toujours, que j'ai vu le Sénat qui était capable de se rassembler pour écrire l'histoire. Et c'est très important, je crois, si nous faisons cela à ce moment. Parce que cela veut dire que dans une assemblée dans laquelle personne n'a les moyens d'imposer sa volonté, personne ici n'a la possibilité de dire « je ferai passer tel texte, ne serait-ce qu'à une voix de majorité », on ne peut pas faire cela au Sénat. Je dirais que c'est une faiblesse pour certains, mais je crois que c'est une force. Je crois que c'est une force parce que cela veut dire qu'il y a une écoute de l'autre obligatoire. Elle n'a de sens que si elle est réciproque et on arrive, je crois, à faire quelque chose d'intéressant qui est conforme à ce qu'est la France d'aujourd'hui. Alors les paroisses, les provinces, les départements, les communes, tout cela se ressemblait fort. L'histoire a passé, la loi de décentralisation est arrivée, elle a libéré les forces créatrices de notre pays. Eh bien maintenant, il faut en tirer toutes les conséquences. Mais je crois qu'il ne faut jamais oublier une chose importante,
c'est que nos collectivités territoriales représentent aujourd'hui 73% de l'investissement public de notre pays, qu'elles ne représentent que 10% de l'endettement de la France, ce qui veut dire que nos collectivités territoriales ont été capables de faire et de bien faire, et dans le sérieux technique financier pour la réussite de notre pays, qu'elles sont aujourd'hui appelées à participer à l'effort de relance de l'économie. Je suis sûr qu'elles le feront, mais qu'il serait également utile qu'on ait le courage, après l'effort de lucidité que nous conduisons, qu'elle ait également le courage de réformer un certain nombre de choses qui ne sont plus d'actualité parce que le monde change et parce qu'il y a un certain nombre de mises en place qui n'ont pas toujours été aussi heureuses qu'on l'espérait, puis les hommes n'ont pas toujours appliqué, je pense à la loi sur l'intercommunalité. Les hommes sont les hommes, c'est comme ça, mais là il faut y remettre de l'ordre, c'est évident, c'est évident. Alors, il y a 50 ans, après le livre de Jean-François Gravier, le général de Gaulle avait demandé à Olivier Guichard de traiter le problème. Il ne pouvait plus exister. Paris est le désert. Lyon, Marseille, Lille étaient au désert. Il fallait fabriquer des métropoles d'équilibre. Elles existent, ces métropoles d'équilibre. On ne peut plus les administrer comme autrefois. Alors voilà, si vous voulez, les choses telles qu'elles sont. Je voudrais vous dire en terminant qu'après l'entretien passionnant que nous avons eu avec le Premier ministre Édouard Balladur, qui a conduit un travail, et volontairement nous n'avons pas voulu nous exprimer durant son travail et avant son expression publique, eh bien, en le raccompagnant, nous avons eu un aparté, il m'a dit, écoutez, maintenant c'est vous qui allez porter l'évolution de tout cela, ça n'est plus moi, ma tâche est terminée, vous en ferez ce que vous voudrez ou ce que vous pourrez, mais vous n'avez pas le droit de ne rien faire. Voilà exactement ce que m'a dit Édouard Balladur dans la cour du Sénat avant de monter dans sa voiture. Je partage tout à fait ce point de vue et je crois que nous saurons ici écrire une réforme profonde qui mettra en place un nouveau mécanisme de l'horlogerie des collectivités territoriales françaises dans lequel nos concitoyens comprendront quelque chose et qui permettra d'arriver à une grande efficacité. Mais il nous faut absolument que nous fassions tout ça dans la clarté et dans l'esprit de rassemblement. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à Monsieur Pierre-Yves Collombat, vice-président de la mission temporaire sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, pourquoi un rapport sur les collectivités locales de plus, est-on tenté de dire? On en compte tant que l'exercice est devenu un genre littéraire. Genre littéraire qui peine d'ailleurs à trouver sa place entre le roman d'anticipation, l'essai de stratégie électorale et le dictionnaire des idées reçues. Dans ce dictionnaire, à la lettre C, il y a bien sûr collectivité locale. Collectivité locale augmente la dépense publique, voire millefeuille. Millefeuille, spécialité du restaurant du Sénat. Millefeuille territorial, coûte cher à la France, déploré qu'on ignore combien, mais tenez contre. Commune, produit de la Révolution, suspect. Il y a trop de communes en France, voire suppression. Suppression. Oh, ça a raison de créer les communes. Suppression. La suppression des communes est impossible en France. Évoquer le programme d'Odilon Barrot, ministre de Napoléon III, remédier au morcellement des communes rurales. Déplorer que l'on n'y soit toujours pas parvenu. Compétence générale. Commencer par rappeler qu'on lui doit l'essentiel des innovations des collectivités locales, mais conclure en demandant sa suppression. Conseiller général. Notable conservateur, repérable à la campagne, invisible à la ville. Conseiller régional, recalé du scrutin majoritaire, invisible à la ville comme à la campagne. Département,
trop nombreux mais proches des administrés. Région, trop petite mais éloignée des Français. Intercommunalité permet des économies d'échelle, restées intraitables. Que l'observation ne le montre pas, n'infirme pas le principe, au contraire. Financement, toujours croisé. Perversion dont le résultat est d'allonger inutilement les inaugurations en multipliant les discours. Réforme doit être audacieuse, marque de caractère chez un homme politique. Dire d'une réforme dont l'utilité n'est pas établie, certes, mais elle est audacieuse. Précisément, la mission sénatoriale qui vous rend compte aujourd'hui de ses premières conclusions, en tout cas c'est ma perception, s'est bien moquée d'être audacieuse. Elle s'est contentée d'être utile, en tout cas elle a essayé de le faire, tenter qu'à l'issue de la réforme, nos collectivités soient encore plus efficaces et encore plus démocratiques. D'où la méthode mise en œuvre, non pas partir d'a priori, autant dire souvent d'idées reçues, mais de la réalité, de la pratique, de l'expérience si diverse des élus, afin d'améliorer réellement les pratiques, objectif, je crois, de tout le monde ici. Non pas proposer les solutions déjà en rayon, mais les élaborer par la confrontation des points de vue. Exercice sportif s'il en est, tant sont diverses les situations et contradictoires les intérêts. Exercice intellectuel, mais plus fondamentalement art politique, qui, nous dit Platon, s'apparente à celui du tisserand, le tisserand qui est capable de composer avec des fils divers un tissu égal et bien tramé. Le tisserand et le politique, nous dit Platon, tissent en une communauté qui repose sur la concorde et l'amitié, les tempéraments de la cité. À l'évidence, une réforme qui ne serait pas portée par un consensus suffisamment large serait vouée à l'échec. Ce qui suppose d'abord de s'entendre sur la nature des maux auxquels on entend remédier. Or, l'affirmation lancinante, selon laquelle les collectivités locales dépenseraient trop, sous-entendu de manière inconsidérée, qu'une réduction drastique du nombre de communes et des échelons administratifs permettrait des économies de gestion considérables, eh bien, est une contre-vérité. Quand les conseilleurs sont des payeurs avec l'argent des autres, comme le président de BNP Paribas, groupe bancaire dont la crise a révélé la qualité d'expertise, comme l'ex-président de Dexia, sauvé de la faillite par les États belges et français, par ailleurs auteur d'un célèbre rapport sur les enjeux de la maîtrise des dépenses publiques locales, ou comme l'ex-président de la BIRD, expert au carré universel, on se pince pour ne pas rire. Je ne vous rappellerai pas des chiffres connus de tous. Les collectivités locales réalisent les 3/4 des investissements publics et 10% de l'investissement du pays. Elles les financent d'une manière particulièrement saine, puisque depuis 1982, leur endettement est demeuré quasi constant et inférieur à 10% du PIB. Dans le même temps, la dette de l'État, qui représentait 18% du PIB en 1982, avoisinait les 70% avant la crise. Nul n'ignore ce que ce sera fin 2009. Durant cette période de montée en puissance de la décentralisation, les dépenses des collectivités locales auraient progressé annuellement, à périmètre de compétences constant, 1,4% plus vite que les dépenses de l'État. Là serait le scandale. Mais quel scandale quand on le met en regard avec les investissements considérables réalisés, avec le développement sans précédent des services collectifs durant cette période. Du début de des années 90 à l'avant-crise, la France a accusé un retard de croissance annuel moyen de 1,5 point de PIB par rapport aux États-Unis, avec les conséquences que l'on sait sur l'emploi. Sortons un moment de l'épicerie maestricienne et demandons-nous qu'en aurait-il été sans les investissements réguliers des collectivités locales. Non, les petites collectivités, à commencer par les communes rurales, ne nous coûtent pas cher. En 2007, les dépenses réelles de fonctionnement par habitant des communes de plus de 100 000 habitants étaient 78% supérieures à celles des communes de 500 à 2000 habitants et 51% supérieures à celles des communes de moins de 500 habitants, avec une DGF par habitant 46% et 37% plus élevée que dans les communes de 500 à 2000 habitants et de moins de 500 habitants. À l'inverse, ce sont les petites communes qui investissent le plus. Celles de moins de 500 habitants investissent 2,5 fois plus par habitant que les communes de plus de 100 000 habitants et celles de 500 à 2000 habitants 2,2 fois plus.
En rappelant ces chiffres, je n'entends nullement comparer ce qui ne l'est pas. Je n'ignore ni que le niveau de service offert par les grandes communes n'est pas celui des petites, ni que celles-ci ne pourraient pas investir autant sans aide extérieure, généralement des départements et des régions, ce qui prouve au moins que, financement croisé ou pas, départements et régions ne font pas aussi mal leur travail qu'on le dit. Non, rien ne prouve que plus on est gros, plus on est beau. L'intercommunalité n'est pas nécessaire parce qu'elle réduirait la dépense publique, parce qu'elle permet de faire à plusieurs ce qu'on ne peut faire tout seul et ainsi de répondre aux légitimes attentes de nos concitoyens. Supprimer les petites communes ne supprimera pas les moyens qu'elles gèrent au quotidien, les problèmes qu'elles gèrent au quotidien à un coût minimum. Aucun des multiples rapports que j'ai évoqués ne se risque d'ailleurs à chiffrer les économies à attendre d'une réduction du nombre de communes ou de l'aplatissement du millefeuille, ce qui d'ailleurs n'empêche pas de causer. La seule étude que je connaisse qui ait tenté d'évaluer l'effet des politiques de réduction du nombre des collectivités locales menées en Europe est ancienne. C'est celle, vous la connaissez peut-être, d'Yves Mény. Je le cite. L'expérience pour le moins mitigée des pays qui avaient entrepris des restructurations radicales, les désillusions du fameux optimum dimensionnel ont permis de relativiser l'absence d'évolution en France. Les vicissitudes des réformes à l'étranger ont montré qu'un concept rationnel s'avérait parfois peu fonctionnel, centralisateur et le plus souvent coûteux, qu'il n'existait pas de cadre idéal pour la mise en œuvre de toutes les politiques locales, que les gains potentiels en efficacité étaient parfois mis en échec par l'éloignement géographique et démocratique des centres de décision, que la diversité locale était un instrument important du pluralisme cher aux démocraties occidentales. À la réflexion, il a paru que l'élection de milliers de conseillers dans des milliers de communes était encore le moyen le plus démocratique et le moins coûteux de faire fonctionner les communautés politiques et sociales locales. Démocratie et efficacité gestionnaire, en effet, ne s'opposent pas, mais se confortent, d'où la nécessité absolue de ne pas séparer réforme de l'organisation territoriale et réforme des modes de scrutin. S'agissant des intercommunalités, existe déjà un quasi-consensus, on en parlera, je pense, tout à l'heure. Nous n'y sommes pas encore parvenus s'agissant du département et de la région, mais je crois possible d'y parvenir. En tout cas, c'est sur cette note d'espoir que je conclurai. Merci. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à Monsieur Rémy Pointreau, vice-président de la mission temporaire sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en septembre 2008, le Président de la République, Nicolas Sarkozy, annonçait l'ouverture d'une grande réflexion pour une nouvelle organisation territoriale. Partant du constat clair et partagé que l'enchevêtrement des collectivités et des compétences dans notre pays est source de difficultés et de complexité. Depuis, une commission présidée par Édouard Balladur a rendu son rapport. L'ensemble des associations d'élus locaux ont également apporté leur contribution. Compte tenu de la responsabilité particulière que la Constitution lui confère dans l'organisation des collectivités territoriales, le Sénat a un rôle majeur à jouer dans cette réforme et je félicite le président Gérard Larcher d'avoir pris l'initiative de créer au sein de notre Assemblée la mission temporaire sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales que préside notre collègue Claude Belot, que je félicite également, et à laquelle donc cette commission je participe. La première remarque à faire est que la tâche est difficile par le nombre et la puissance des intérêts, souvent contradictoires, en cause, par l'effet des conservatismes et des réflexes que ces intérêts génèrent. Chaque élu est naturellement attaché, et toujours pour de bonnes raisons, à l'échelon de représentation qui est le sien. Il est temps toutefois de prendre la hauteur nécessaire pour évaluer l'efficacité globale du dispositif et l'améliorer. Les Français attendent plus de clarté, plus de simplification, moins de gaspillage, tout en souhaitant garder une gestion de proximité. Les élus locaux eux-mêmes attendent plus de simplification, plus de réactivité. Même quand toutes les strates se mettent d'accord sur un projet, il faut compter 2 fois plus de temps que chez nos voisins pour le voir aboutir. Certains pensent qu'il ne faut rien faire tant que la crise est là.
Eh bien, je pense bien au contraire que l'ampleur de la crise économique et sociale nous impose de réformer un système arrivé à bout de souffle. La superposition de multiples strates de collectivités sans souci de cohérence et de rationalité, avec des périmètres qui se chevauchent et des procédures qui s'entrelacent, voire se contredisent, est un frein énorme dans une période économique difficile qui nécessite justement de la réactivité. Pour autant, nous devons aborder cette réforme avec pragmatisme, transparence, esprit d'ouverture et volontarisme. Et dire qu'il y aurait des arrière-pensées électorales dans cette réforme est un faux procès, car chacun sait qu'elles n'ont jamais réussi à ceux qui ont voulu réformer dans cet état d'esprit. Plusieurs impératifs doivent, à mon sens, être pris en compte dans cette réforme. L'impératif de lisibilité et d'efficacité. Nous devons déterminer qui fait quoi. Un impératif de proximité par rapport aux citoyens, car chacun admet que nos collectivités locales et leurs 500 000 bénévoles sont une richesse inestimable pour la France. De ce point de vue, la suppression d'un échelon de collectivité n'est pas forcément la meilleure réponse à l'attente de nos concitoyens. Tout le monde est d'accord pour confirmer le rôle des communes comme échelon de base de notre organisation et de notre démocratie locale. La commune représente la collectivité locale la plus appropriée et la plus concrète pour la population. D'ailleurs, un récent sondage a établi que le maire est l'élu le plus apprécié des Français et qui réussit le mieux à répondre aux préoccupations de nos concitoyens. Cependant, les communes rurales ont aujourd'hui de plus en plus de difficultés à assumer la charge qui leur incombe. Mais les communautés de communes qui se sont développées sur le terrain ont permis d'instaurer une plus grande solidarité entre les communes en mutualisant les moyens de porter des projets structurants pour le territoire qu'une commune seule ne pouvait réaliser. Et il faut affirmer que le couple commune-communauté de communes fonctionne très bien aujourd'hui. La réflexion doit donc se porter sur le partage des compétences et des responsabilités. La clause de compétence générale doit, à mon sens, être conservée pour les communes avec possibilité de délégation aux communautés de communes. Toutefois, sur le mode de gouvernance, je suis opposé à l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires et des présidents de communautés de communes de moins de 50 000 habitants. Malgré tout, le fléchage des délégués communautaires sur les listes municipales permettrait peut-être de répondre à certaines propositions. Car après avoir dit l'attachement des Français aux communes, l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires conduirait à prendre le risque d'un conflit de légitimité entre élus communaux et intercommunaux, entre maires et présidents. D'autre part, personnellement, je pense qu'il faut achever la carte de l'intercommunalité avant 2014. Concernant le département et la région, ils répondent chacun à des logiques de territoire distinctes, dont il découle des missions différentes. De ce fait, la suppression de l'un ou l'autre, ou la fusion de l'un ou l'autre et l'autre, ne me semble pas souhaitable. Pour autant, nous devons mieux coordonner leurs politiques devenues parfois concurrentes, avec des champs de compétences qui se sont élargis et qui font parfois doublon. Ainsi, il me semble qu'une plus grande intégration des assemblées départementales et régionales favoriserait l'harmonisation des politiques mises en œuvre et permettrait de favoriser une solidarité territoriale plus forte entre départements et régions, mais également de rationaliser les compétences afin d'éviter que tout le monde s'occupe de tout et de réaliser ainsi des économies, notamment sur les dépenses de fonctionnement. À cette fin, il doit être possible de faire exercer aux mêmes élus des responsabilités départementales et régionales. Ces élus deviendraient des conseillers territoriaux avec le même principe de fléchage que celui prévu pour les communes et communautés de communes, certains siégeant au département et à la région, d'autres uniquement au département. Concernant les modalités d'élection, je reste personnellement très attaché au scrutin uninominal, un élu égale un territoire. On voit bien d'ailleurs que la région souffre d'un manque de reconnaissance à cause de cela, car le scrutin de liste à la proportionnelle ne permet pas d'identifier les élus. D'autre part, il politise beaucoup trop les scrutins régionaux et ne permet pas à des élus de grande valeur
parfois non inscrits à un parti politique, comme c'est souvent le cas dans les conseils généraux, de pouvoir être retenus sur une liste forcément pilotée par des partis politiques. Ainsi, un scrutin mixte aurait ma préférence. En zone urbaine, on pourrait mettre en place un scrutin à la proportionnelle, car la notion de canton n'a pas grand sens, le véritable interlocuteur du président du conseil général étant le maire de la ville ou le président de l'agglo, plutôt que les conseillers généraux. Et en zone rurale, on pourrait conserver le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours dans des cantons, parfois élargis en fonction de la population. Concernant les compétences, leur spécialisation entre le département et la région est indispensable et doit aboutir à ce que ces compétences soient exclusives, avec possibilité cependant de déléguer une compétence d'un niveau vers l'autre sur la base d'un constat de carence. Nous devons ainsi confirmer le département dans son rôle de garant des solidarités sociales et territoriales et la région dans sa mission de stratégie globale et de réalisation des grandes infrastructures. Il conviendrait par ailleurs d'aller au bout de la logique des compétences réunies par ces 2 collectivités et faire en sorte que l'État en tire les conséquences en supprimant ce qu'on appelle les services déconcentrés de l'État qui doublonnent ceux des collectivités et bien sûr en transférant les moyens financiers affectés à ces services. Un mot sur les financements croisés que certains veulent supprimer purement et simplement, tandis que d'autres souhaitent limiter à 2 financeurs par projet. Certes, cela aboutirait à une meilleure lisibilité et à une diminution des délais d'exécution des projets. Mais il nous faut prendre garde à trop de restrictions, notamment pour les communes rurales ou leurs regroupements, dont les ressources sont faibles et qui arrivent à mettre en place des projets importants grâce à ces financements croisés, ce qui participe au développement local et finalement permet par ce biais une péréquation financière au bénéfice des communes les plus défavorisées. Compte tenu du temps imparti, je laisserai le soin à Jean-Patrick Courtois et à Philippe Dallier d'évoquer le cas des métropoles et du Grand Paris. Enfin, pour réussir cette réforme, nous devons impérativement repenser les finances locales. En un mot, simplifier le millefeuille de la fiscalité locale. 39 000 organismes décident à un niveau ou à un autre d'un taux d'imposition sur au moins 4 types de ressources fiscales. Nous devrions, je crois, nous limiter à 2 types de ressources fiscales par niveau de collectivité territoriale et limiter les cumuls d'impôts sur une même assiette. Nous devons aussi maintenir un lien fiscal entre les territoires et les entreprises. L'autonomie financière des collectivités territoriales doit, par ailleurs, d'une manière générale, être renforcée. L'État, je le rappelle, est devenu le premier contribuable local au travers des exonérations et dégrèvements adoptés au fil des années par le Parlement et les gouvernements successifs. C'est ainsi que le taux de prise en charge par l'État des taxes directes locales a progressé dans le temps pour atteindre globalement 26% en 2008, soit 20,5 milliards d'euros en 2009, et cette situation est devenue intenable et incohérente. Avec de tels chiffres, on peut prévoir plus d'autonomie fiscale et une meilleure péréquation entre les collectivités territoriales. Pour conclure, l'objectif est bien d'offrir à tous nos territoires la meilleure organisation possible, afin d'être encore plus efficaces, sans remettre en cause l'action de l'une ou l'autre collectivité, mais en s'adaptant à un monde qui évolue de plus en plus vite. Cette amélioration attendue ne doit pas être uniquement l'affaire d'experts et d'élus. Les solutions retenues et votées devront être à la hauteur de cette attente. Ainsi, nous devons refuser le statu quo, mais le pire serait d'aboutir à une demi-réforme sans ambition et sans impact sur les défauts les plus criants de notre système actuel. Nous devons ainsi faire fi des intérêts particuliers. Nous devons faire preuve de courage, d'audace, pour ne pas s'arc-bouter dans le conservatisme, être finalement à la hauteur des enjeux auxquels nous devons collectivement répondre. Je relève d'ailleurs que sur les 20 propositions du comité pluraliste Balladur, 17 ont fait l'unanimité parmi ses membres, et le travail dans le cadre de la mission pluraliste sénatoriale
se fait également dans un bon état d'esprit et sur les 27 propositions, 24 font l'unanimité. Il y a donc plus d'éléments favorables qui nous rassemblent que d'éléments qui nous séparent. Et en cette période difficile, nous devons garder le cap des réformes structurelles qui permettront à nos collectivités d'être plus performantes, moins coûteuses et au service des Français. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à Monsieur Yves Crattinger, rapporteur de la mission temporaire sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales. Vous avez la parole, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais tout d'abord dire qu'il est difficile de rapporter dans un temps très court 5 mois d'audition, de discussions animées au sein de la mission temporaire du Sénat sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales. Mais cette première séance sera suivie d'un autre débat au mois de mai, et le Sénat jouera, j'en suis convaincu, dans le processus engagé, un rôle essentiel. Je veux dire aussi que je vais me cantonner à rapporter le plus strictement possible les positions qui ont été adoptées par la mission. Et je dois, en préambule, souligner que la mission, qui a entendu de nombreux acteurs, n'a pas instruit de réquisitoire contre les collectivités territoriales. Elle souligne, au contraire, qu'elles sont soumises à des règles comptables strictes, qu'elles financent 73% de l'investissement public civil, qu'elles ne représentent qu'environ 10% de la dette publique, et qu'à l'heure où le gouvernement les appelle à soutenir l'économie, il faut veiller, tous ensemble, à ne pas les déstabiliser. Je ne parlerai ni des communes, ni de l'intercommunalité, ni des pays. Ces sujets seront abordés par ma co-rapporteure, Jacqueline Gourault, puisque nous nous sommes partagés la mission. Nous avons pu nous accorder très majoritairement sur un grand nombre de principes essentiels, au-delà peut-être de nos espérances initiales. Et je vais essayer de vous les présenter. Tout d'abord, nous avons noté un attachement d'un très grand nombre d'élus à la clause générale de compétence. Pour le président de l'ADF, Claudie Le Breton, qui est présent aujourd'hui dans cette enceinte, et je le cite, « Elle a permis de répondre à la diversité des territoires et de s'adapter par des réponses appropriées, innovantes et réactives aux différentes problématiques locales. Elle est, d'après l'ensemble des témoignages, une force d'expression de la liberté des élus. Elle garantit une marge de respiration et d'initiative, l'existence aussi d'un filet de sécurité. Elle permet de répondre aux besoins nouveaux et spécifiques. Des exemples récents le montrent abondamment, que ce soit pour la téléphonie mobile, que ce soit pour le haut débit, pour les lignes LGV aussi, et le plus souvent d'ailleurs à la demande très forte du gouvernement. La mission a donc réaffirmé le principe de libre administration des collectivités territoriales, ainsi que l'indispensable liberté de coopération entre elles et avec leurs établissements publics. Il apparaît clairement que cette interterritorialité doit être encouragée. Elle est facteur de progrès. Les territoires comme les hommes ont besoin d'échanger et de coopérer entre eux pour produire plus de valeur. Votre mission s'est évidemment positionnée sur les fusions de collectivités. Cette question ne doit pas être un tabou. La mission a retenu qu'un projet de fusion doit correspondre à un territoire vécu, être lié à des références historiques, sociales et économiques fortes. Des espaces ont probablement vocation à construire ensemble un projet de territoire et à terme à fusionner.
Ces fusions éventuelles doivent être facilitées et se réaliser dans un référentiel méthodologique unique, connu de nos concitoyens. Qu'il s'agisse de fusions de communes, de départements ou de régions, la démarche pourrait être la même. Délibération concordante de chacune des assemblées délibérantes des territoires concernés, statuant à la majorité, et ratification par un référendum organisé par les pouvoirs publics à l'issue d'un large débat. Votre mission préconise la même procédure concernant les modifications éventuelles à apporter aux limites territoriales des régions, des départements ou des communes. Elle propose aussi qu'une possibilité supplémentaire soit ouverte de regroupement volontaire entre une région et les départements qui la composent, selon la même procédure que précédemment. Les auditions auxquelles nous avons procédé démontrent abondamment que toute voie autoritaire aurait peu de chances de prospérer et que toute procédure qui se rapprocherait de l'annexion d'une collectivité et de son territoire par une autre serait vouée à l'échec. Il pourrait être proposé aux collectivités volontaires de travailler à rapprocher progressivement leur politique et leur méthode de travail avant d'aller plus loin. À propos des compétences exercées par chacune des collectivités territoriales, question qui fait l'objet de critiques souvent exagérées, la mission a travaillé à l'amélioration de la lisibilité de l'action de chacun des niveaux. Et le Sénat trouvera dans nos propositions des réponses qui font accord et seront dans les prochains mois déclinées de manière détaillée. Nous avons d'abord souhaité définir le rôle fondamental de chacun des trois niveaux reconnus par la Constitution. La commune et son échelon coopératif, l'intercommunalité, dans le lien social et les services de proximité. Le département dans le rôle de garant des solidarités sociales et territoriales. Et les régions qui doivent être confortées et renforcées dans leur mission stratégique et liée à la préparation de l'avenir, ce qui relève de la formation des hommes, de la compétitivité des territoires, de la recherche, de l'innovation, des aides aux entreprises, les schémas prescriptifs aussi. Ces rôles étant clarifiés, il importe d'adapter les compétences attribuées à chacun. Ce travail est engagé et il progresse. Il trouvera son aboutissement dans le rapport définitif. Mais pour nous donner des chances de réussir ce petit remembrement, nous avons à ce stade retenu 4 principes généraux. D'abord, le renforcement des compétences pour chaque niveau de collectivité territoriale en vue d'améliorer l'efficacité et la lisibilité, avec l'idée complémentaire de faciliter la délégation de compétences, ce qui n'est pas le transfert. En cas de défaut d'intervention d'une collectivité dans un des domaines relevant de sa compétence, la mission a souhaité proposer la possibilité pour une autre d'intervenir dans le sens de l'intérêt général sur la base d'un constat de carence. La mission a aussi soutenu la reconnaissance effective d'un chef de filat pour les compétences partagées. Et la mission propose l'instauration, dans ce cas et pour les financements croisés, d'un dossier unique d'instruction déposé dans un guichet unique. Le service instructeur devient alors le garant de la conformité et de la qualité du projet finalement soutenu. Et évidemment, le corollaire de la mise en œuvre de ces principes clarificateurs, c'est bien sûr, en conclusion tardive mais impérieuse des différentes lois de décentralisation et de transfert de compétences, la suppression des interventions des services déconcentrés de l'État dans les domaines transférés. Le transfert de leur personnel aux collectivités territoriales, le transfert aux régions et aux départements dans leurs domaines de compétences respectifs, des subventions attribuées localement par l'État aux communes, aux syndicats intercommunaux et aux intercommunalités, le transfert aux régions de la responsabilité de répartir les fonds européens, il n'y aurait ainsi
plus aucun doublon d'instruction sur les services des collectivités ni avec les services de l'État. La mission appelle aussi à l'amplification de l'expérimentation, à sa reconnaissance comme outil privilégié de préparation de l'avenir, avec, par exemple, mais il pourrait y en avoir d'autres, bien sûr, la compétence emploi qui pourrait être expérimentée assez rapidement par quelques régions volontaires. Seraient ainsi réunies les conditions pour un transfert de partie du pouvoir réglementaire aux départements et aux régions et l'avènement de la République dont l'organisation est décentralisée, chère à notre collègue Jean-Pierre Raffarin. La révision générale des politiques publiques, qui n'a pas, ou très peu, pris en compte le fait territorial, trouverait, si elle était adaptée à cette nouvelle donne des territoires, davantage de lisibilité et de légitimité. Votre mission a entendu notre collègue Claude Lise sur le thème très spécifique des collectivités territoriales d'outre-mer. Celui-ci a souligné, et je le cite, combien l'enchevêtrement des compétences et la multiplicité des centres de décision sur des territoires somme toute restreints étaient préjudiciables à la lisibilité de l'action publique et à la bonne gestion des finances locales. La mission a conclu comme lui qu'il y a lieu de progresser rapidement vers l'implantation dans chaque département et région d'outre-mer, là où le périmètre de l'un se confond avec celui de l'autre, d'une collectivité territoriale unique. En ce qui concerne le Grand Paris, la mission affinera sa position dans les prochaines semaines. Elle considère bien sûr qu'il s'agit d'un débat essentiel visant à trouver les bonnes réponses aux défis que doit relever la ville-monde. Elle mesure aussi qu'il s'agit d'un problème très spécifique auquel il faut trouver des réponses particulières. Elle auditionnera dans les prochaines semaines les principaux acteurs de ce territoire pour élaborer une proposition consolidée et elle tracera des pistes susceptibles d'être empruntées par le plus grand nombre pour sa mise en œuvre. En ce qui concerne le financement des collectivités locales, votre mission appelle à une refondation des relations financières entre l'État et les territoires. L'État ne peut continuer à intervenir aussi brutalement et sans préavis dans les bases fiscales ou les ressources des collectivités. Il est extrêmement important que toute décision soit subordonnée à une concertation préalable et fasse l'objet de négociations entre l'État et les partenaires territoriaux. Votre mission s'est aussi accordée sur l'attribution de deux types de ressources fiscales par niveau de collectivité, sur la limitation des cumuls d'impôts sur une même assiette, sur le maintien impératif d'un impôt lié à l'activité économique pour préserver les relations entre les entreprises et les territoires dont les destins sont extrêmement liés. Elle précisera ses propositions dans le rapport final et elle a intégré que le rapport Valtou a fait unanimité au niveau des associations de collectivités et qu'il était une bonne base du dialogue à faire fructifier avec l'État sur ce terrain. La mission s'est aussi saisie du mode d'élection des conseillers généraux. Elle s'est rassemblée sur une chose, leur élection la même année et pour une durée de 6 ans. C'est demandé depuis très longtemps à l'unanimité par l'Assemblée des départements de France. Cela donnerait plus de force aux assemblées départementales. La mission ne s'est pas mise d'accord à ce jour sur le mode de scrutin relatif à l'élection de ces conseillers généraux. Entre plusieurs hypothèses, elle n'a pas aujourd'hui arbitré. Le scrutin uninominal actuel, garant d'une grande proximité entre les élus et les citoyens, dans des cantons bien sûr redécoupés, un scrutin de liste départementale à la proportionnelle, avec prime majoritaire comme dans les régions, garantissant une majorité de gestion et l'identification de la personne appelée à présider. Nous n'avons pas choisi, ne vous énervez pas,
un scrutin mixte, évoqué tout à l'heure par mon collègue Pointreau, proportionnel dans les agglomérations et uninominal dans le reste du territoire, dont la constitutionnalité n'est pas assurée, ou encore l'élection de conseillers territoriaux qui, pour certains d'entre eux, siégeraient simultanément à la région et au département avec un fort... Je vous en prie, je vois que cela vous énerve alors que je ne vous ai même pas dit ma position. Alors, avec, je le dis quand même, un fort risque de mise sous tutelle de la collectivité départementale par le niveau régional, ce qui pourrait, là aussi, être contraire à la Constitution. La mission n'a pas, à ce jour, arbitré. Et je pense que la sagesse qui a prévalu à nos travaux sous la présidence de Claude Belot doit, comme il nous y a invités tout à l'heure, continuer à nous guider. En conclusion, provisoire, je me réjouis, comme le président de la mission, du chemin déjà parcouru et des 27 propositions déjà retenues, pour la plupart à l'unanimité. Et je dis, nous sommes peut-être allés au-delà de ce que nous espérions au départ. Je continuerai, en qualité de co-rapporteur, à travailler avec Jacqueline Gourault, au sein de la mission, et avec le président Belot et Pierre-Yves Collombat, dans le même état d'esprit, et je répondrai bien sûr tout à l'heure avec plaisir aux questions qui pourraient m'être posées. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Et j'appelle maintenant madame Jacqueline Gourault, rapporteure de la mission temporaire sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales. Vous avez la parole, madame le rapporteur. J'espère bien. Ah ben oui. C'est difficile de passer après le premier rapporteur. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la décentralisation est l'une des réformes majeures de ces 30 dernières années. Elle a permis de répondre aux attentes des citoyens. Elle a encouragé l'esprit de responsabilité. Poursuivez, madame. Elle a encouragé l'esprit de responsabilité des gestionnaires locaux auxquels ont été confiées de nouvelles compétences. La démocratie locale, grâce notamment au dévouement exceptionnel des 500 000 élus locaux, dont de nombreux bénévoles dans les zones rurales, a donné aux territoires la place essentielle qui leur revenait pour la conduite de l'action publique. Les critiques qui peuvent parfois être formulées ne sauraient faire oublier ces succès incontestables de la qualité de l'action publique locale. Mais justement, ces succès importants imposent de ne pas céder à la facilité et ils commandent de continuer à améliorer l'organisation et le fonctionnement des collectivités locales. Dans le même temps, et c'est un corollaire, l'État doit tirer toutes les conséquences qui s'imposent de la décentralisation et, par ailleurs, adapter ses services déconcentrés. C'est à cette seule condition que s'instaurera un nouveau climat de confiance, clé de la réussite de cette réforme. Il faut ajouter à la décentralisation une chose, c'est le développement de l'intercommunalité, de façon accélérée avec la loi Chevènement de 1999, et je vous salue, Monsieur le Ministre. En 10 ans, les communes se sont approprié cet outil souple, fondé sur le volontariat et l'engagement des communes. Devant cette évolution du paysage local et les difficultés grandissantes des relations financières entre l'État et les collectivités, les grandes associations d'élus locaux qui sont présentes ici dans les tribunes réclament depuis longtemps une réforme, que ce soit l'AMF, l'ARF ou l'ADF. Ce n'est donc pas étonnant que le président et l'ADCF,
Ce n'est donc pas étonnant que le président de la République ait souhaité engager ce chantier qu'il a confié au comité présidé par M. Édouard Balladur. C'est dans cet esprit et ce contexte que Gérard Larcher, président du Sénat, a créé notre mission. En effet, le Sénat, qui examinera en premier le projet de loi, s'est saisi de cette question avec toute la légitimité de représentants constitutionnels des collectivités territoriales, mais aussi avec la connaissance experte des territoires. Le rôle majeur qui revient au Sénat doit nous inciter à l'innovation et peut-être même, mes chers collègues, à l'audace. Il ne s'agit pas de tout bouleverser, car nous savons que tout bouleverser, ce serait l'assurance au final de ne rien changer, mais ne rien bouger, c'est l'assurance, bien sûr, d'une déception aux yeux de nos collègues élus de tout niveau de collectivité. C'est avec beaucoup d'intérêt et de plaisir que je travaille avec mes collègues et que je suis co-rapporteur avec Yves Crattinger de cette mission conduite par Claude Belot, son président. Je m'attacherai à vous présenter, comme l'a dit Yves à l'instant, les préconisations de la mission en ce qui concerne le couple de la proximité par excellence que forment les communes et les intercommunalités. Les membres de la mission sont unanimes pour reconnaître que la commune constitue le socle de l'organisation locale. Collectivité territoriale de plein exercice, la commune doit nécessairement détenir la clause générale de compétences. D'ailleurs, tous ici nous connaissons l'attachement fondamental des citoyens pour leur commune et tous ici nous savons qu'il trouve son origine dans l'assurance qu'ils ont d'être entendus et de voir leurs besoins pris en compte par leurs élus. En parallèle, la reconnaissance du couple formé par la commune et l'intercommunalité s'impose aujourd'hui à tous. Nous prenons acte de sa formidable réussite. Une idée nouvelle est apparue dans la structuration et le développement de nos territoires. C'est celle de la reconnaissance du fait métropolitain. Immédiatement, je voudrais dire que la mission estime que cette notion de métropole est limitée aux 5 sites grandes conurbations millionnaires. C'est pourquoi notre mission est attachée au principe de la création législative d'un nombre limité de métropoles aux compétences renforcées, qu'elles leur soient transférées par les communes ou déléguées par le département ou la région. Je sais, nous l'avons constaté lors de notre déplacement à Lyon, que certains souhaitent un statut propre de la métropole. Le débat se poursuivra donc sur ce sujet. Pour tirer pleinement parti des potentialités de l'intercommunalité, il nous faut aujourd'hui, d'une part, favoriser la rationalisation de la carte intercommunale et, d'autre part, développer et renforcer les structures intercommunales. La première priorité est d'achever, avant fin 2011, la carte de l'intercommunalité. La mission pense que des incitations financières négatives pourraient être utilisées. Cet objectif ne devrait pas être difficile à atteindre quand on sait que seules 2522 communes sont en dehors de l'intercommunalité aujourd'hui au 1er janvier 2009 et que l'année dernière, 528 communes ont adhéré à une intercommunalité. La deuxième priorité est de rationaliser des périmètres dans le respect de la diversité des territoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sans critère de population ou de taille. Cette rationalisation doit être liée au bassin de vie, c'est-à-dire mettre fin aux intercommunalités de défense, d'opportunités, etc. La fusion des communautés doit être encouragée avec des outils souples afin d'éviter que des situations de blocage ne s'installent. J'ajoute que lorsqu'on le regarde, par exemple, le Grenelle II, on voit comment les communautés sont associées de façon importante à la réforme de l'urbanisme. Ceci démontre l'urgence de cette rationalisation. L'outil que sont les commissions départementales de coopération intercommunale, les fameuses CDCI, pourrait voir leur rôle se renforcer pour déterminer les périmètres pertinents d'intercommunalité, à la condition cependant que leur composition soit revue
et que leur représentativité soit améliorée, notamment par les intercommunalités. D'ailleurs, dans le même souci de simplifier l'organisation locale, on doit encourager les fusions volontaires de communes, c'est-à-dire celles qu'ils veulent, celles qui ont envie, en particulier pour les plus petites d'entre elles et les communes associées, naturellement sur la base du volontariat, naturellement sur la base d'un référendum proposé par une majorité qualifiée des membres des conseils municipaux des communes concernées. Par ailleurs, les compétences obligatoires des intercommunalités pourraient être renforcées, en particulier celles des communautés de communes, qui sont aujourd'hui limitées. En effet, il faut bien reconnaître qu'un certain nombre de communautés de communes sont des coquilles vides. C'est pourquoi les blocs de compétences doivent être doivent être renforcés. Je réfléchis. Rendue plus pertinente dans ses périmètres et ses compétences, l'intercommunalité devait aussi être améliorée dans sa gouvernance. Il est nécessaire de renforcer la légitimité démocratique des conseillers communautaires. Et ce que prévoit la mission et qui est prévu par beaucoup d'autres gens, c'est le fléchage sur les listes de candidats aux élections municipales. Pour ce faire, il conviendrait d'étendre le scrutin de liste aux communes de plus de 500 habitants et de mettre en place pour toutes les communes une obligation de candidature pour les élections municipales. Enfin, le renforcement de l'intercommunalité devrait logiquement s'accompagner d'une forte réduction du nombre de syndicats intercommunaux. Il y serait procédé par le représentant de l'État sur avis conforme de la CDCI, après une large concertation départementale, et ce, avant fin 2012. De la même manière, la suppression des dispositions législatives réglementant l'existence des pays devrait permettre de faire disparaître les pays sans utilité réelle, tout en garantissant le maintien de ceux qui, comme notre collègue breton Edmond Hervé l'a réclamé, que ceux qui souhaitent, sur la base de la liberté d'association et de coopération des collectivités locales, puissent exister. Sur la question importante des finances locales, mon collègue Krattinger a dit les choses, donc je ne vais pas les redire, ça va raccourcir mon intervention. Je reviens simplement sur un point, Yves, c'est le maintien d'un impôt lié à l'activité économique. C'est essentiel pour préserver les relations entre les territoires et les entreprises. Et naturellement, ce dernier point concerne particulièrement les intercommunalités qui fonctionnent sur la taxe professionnelle unique. Il est donc clair que la réforme de la fiscalité locale est quelque chose d'essentiel aussi pour l'intercommunalité. Telles sont les préconisations auxquelles la mission a abouti concernant le niveau de proximité qui est celui auquel nos concitoyens, je le rappelle, sont très attachés. Je voudrais en conclusion vous dire que, naturellement, nos travaux vont se poursuivre. Un certain nombre de questions ne sont pas tranchées et doivent toujours être examinées. Je dois dire que ce n'est pas sur le niveau que je présente devant vous que les questions qui restent en suspens sont les plus compliquées. C'est plutôt sur la partie, je dirais, département-région que les choses sont un peu plus en débat, si je puis dire. Mis à part ce que j'ai souligné tout à l'heure, peut-être c'est le statut des métropoles. Voilà, peut-être cela. Mais je voudrais vous dire que j'ai été impressionnée en écoutant tous mes collègues et notamment les élus de terrain qui sont venus nous présenter leur situation. Je voudrais vous dire que j'ai été impressionnée, par exemple, par les 2 présidents de conseils généraux de l'Alsace, au Rhin-Bas-Rhin. Et je me suis dit, en les écoutant, n'est-ce pas, que parfois les hommes de terrain sont devant les réalités en avance sur les textes. Et je voulais quand même le dire, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti. Voilà, mes chers collègues. Je termine en vous disant aussi qu'on entend parfois, et vous devez l'entendre comme moi, l'idée que ce n'est pas le moment de réformer les collectivités territoriales. Sous-entendu, et il est vrai que la crise économique est tellement lourde qu'il y a d'autres urgences. Mais en même temps, et on l'a rappelé tout à l'heure, on demande aux collectivités locales
de participer au plan de relance. En même temps, le président de la République annonce, sans concertation, la suppression de la taxe professionnelle. En même temps, ce sont les collectivités qui devront, j'entends locales, qui devront aider nos concitoyens de plus en plus nombreux en difficulté. Aussi, ma conviction est que l'on ne peut pas cloisonner la vie des collectivités et celle de la nation. Chaque collectivité est une essence, une parcelle de la République et participe à son bon fonctionnement. Nous sommes tous ici des élus et vous savez que si nos concitoyens ne sont certes pas passionnés par la technicité des débats, ils en perçoivent cependant la logique et la nécessité. Le Sénat se doit de répondre aux attentes des élus et de leurs concitoyens. Merci, Madame le rapporteur. Je voudrais remercier les deux rapporteurs, les deux vice-présidents et le président pour leur contribution. Dans la suite du débat, la parole est aux orateurs des groupes. Tout d'abord au président Michel Mercier pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il est évident que ce n'est pas en 5 minutes que l'on peut faire le point de ce que l'on pense chacun sur la décentralisation, et ce que je vous dirai est forcément à la fois partiel et partial. Mais cela mérite, je crois, d'être versé au débat. Tout d'abord, depuis que la France a fait le choix de la décentralisation, on peut considérer que de 1982, première décision, jusqu'à 2003, inscription dans la Constitution que la France est une république décentralisée, beaucoup de choses ont été faites et que sans la décentralisation, un certain nombre de politiques avec lesquelles nous vivons quotidiennement n'auraient pas aujourd'hui le même succès. On peut citer beaucoup d'exemples. On peut citer le développement de la politique ferroviaire, des transports avec les régions, les collèges et les lycées qui ont été profondément rénovés, les politiques sociales qui ont pris une tournure plus adaptée à la réalité quotidienne avec les transferts qui ont été faits aux départements et aux collectivités locales et que sans la décentralisation, il n'y aurait probablement pas de RSA au mois de juillet. Donc la décentralisation, c'est d'abord un grand succès que nous pouvons porter tous ensemble et je voulais le souligner. Après, nous pouvons naturellement nous poser la question, est-ce qu'il faut réformer les choses? Est-ce qu'il y a une nécessité de réformer ou est-ce que tout va bien? On voit bien quels sont les écueils qui sont devant nous. Il y a eu, s'agissant des transferts de compétences, beaucoup de choses de faites et beaucoup de choses bien faites. Et il ne faut probablement pas faire grand-chose dans le domaine des transferts des compétences. La question est donc d'abord une question institutionnelle. La décentralisation s'est faite avec les outils institutionnels dont disposait le Parlement, c'est-à-dire les communes, les départements et les régions. Et est-ce qu'il faut changer cela? Est-ce qu'il faut faire une réforme, tout changer, pour ne rien changer, comme l'a très justement dit Madame Gourault, se rappelant sa jeunesse et le guépard? Ou bien est-ce qu'il faut rechercher à la fois plus d'efficacité et plus de démocratie? Chacun d'entre nous peut avoir sur ce point un avis, et pour ma part, je pense que soit nous allons vers une vraie réforme en profondeur qui peut changer les choses en tenant compte des faits, ou bien, si on ne fait pas une vraie réforme en profondeur, il vaut mieux ne rien faire que de mettre un coup de ripolin en plus. Nous en avons déjà mis beaucoup. Pour ma part, je voudrais simplement intervenir sur 2 ou 3 points et pour montrer qu'il y a besoin d'une réforme en profondeur. Je crois tout d'abord qu'il faut que nous le disions bien haut et bien fort, c'est la fin du paysage unique. On ne peut pas
avoir les mêmes institutions partout, dans toute la France, parce que les choses ne sont pas partout les mêmes. Et il faut que nous ayons sur ce point une position la plus claire et la plus ferme possible. La République n'a rien à craindre de la décentralisation. Elle sera elle-même si elle prend en compte la diversité des situations locales. Et il est donc tout à fait normal qu'on ne construise pas partout les mêmes modèles institutionnels, mais qu'on les adapte. Et de ce point de vue, cela peut paraître peut-être un peu bizarre. En tant que président du Conseil général d'un grand département qui, je crois, fait bien son travail, je fais une proposition qui peut-être changera profondément le département. Mais je crois bien, je suis sûr même, que notre pays a changé en profondeur, et que si nous n'en tenons pas compte, on passera à côté de la réalité, et la décentralisation, c'est d'abord la prise en compte de la réalité. Je suis donc très favorable à la création de grandes métropoles, 5 ou 6, et je suis favorable à leur création pour une raison toute simple, c'est qu'elles existent déjà dans les faits. Eh bien, le reste, M. Signé fera autre chose, et vous y êtes bien habitués. Comme d'habitude, vous montrez au château et vous regarderez en bas. Ça ne vous changera pas, et personne ne vous demande de changer, M. Signé. Mais laissez ceux qui veulent aller de l'avant, et nous laisserons ceux qui ne veulent pas bouger. Mais je peux donner mon avis sur ce point. Ça, il y a une chose que vous n'arriverez jamais à faire, c'est à me faire taire ou à me déstabiliser. Dites-vous-le tout de suite, comme ça l'affaire est réglée, et on peut s'écouter sans problème. Ben oui, c'est tout. C'est toutes les fois pareil, donc on se parle tous les deux, puis après on se parle tous ensemble. L'affaire est réglée. Je suis favorable à ce que l'on crée, par la loi, 5 ou 6 grandes métropoles, que le législateur doit prendre ses responsabilités. S'il y a plus d'1 million d'habitants, s'il y a des fonctions de recherche, d'enseignement supérieur, des fonctions culturelles, des fonctions économiques exercées par une grande métropole, il faut que le législateur prenne ses responsabilités. Sinon, nous aurons, comme d'habitude, Paris et le reste de la France. C'est pas cela qu'on veut. Il y a dans notre pays de grandes métropoles capables de faire progresser notre pays, capables de créer de la richesse autour d'elles. C'est pas une métropole toute seule, isolée. Elle fera avec les autres, elle créera des richesses autour d'elle, tout le monde en profitera. Mais ces métropoles, elles ont besoin d'être efficaces et elles ont besoin d'une organisation démocratique que nous devons mettre en place. Et pour ma part, j'y suis très favorable. Je sais que cette métropole, ce sera la commune, que les communes pourront garder la personnalité juridique de droit public, mais qu'elles n'auront plus toutes les compétences de la collectivité territoriale. Et pour être clair et plus clair encore, je suis favorable à ce que le département transfère à la métropole ses compétences, quelles que soient les conséquences pour moi ou pour nous. C'est pas le problème. Le problème, c'est l'efficacité que nous devons rechercher tous ensemble. Cette intervention mais c'est ma position. Et j'ai bien le droit de l'exprimer. Elle est tout à fait réaliste parce que je la vis tous les jours. Tout à l'heure, M. Povinelli, tout à l'heure, il y aura toute la... Poursuivez, M. Mercier. Mais je vais poursuivre. Je suis donc favorable à ce que ce soit le législateur qui s'engage sur ce point. Pour les autres modifications, je pense que le législateur doit mettre à disposition de l'ensemble des autres collectivités une sorte de boîte à outils dans laquelle très librement les communes, les départements, les régions pourront puiser pour se regrouper, s'associer, modifier le paysage et attendre que ce travail de volontariat soit fait pour que le législateur, au bout de 3 à 5 ans, prenne acte de ce qui a été fait sur le terrain et légifère pour fixer définitivement dans le marbre législatif les choix qui auront été faits localement
grâce aux outils que l'on aura offerts à toutes les collectivités. J'ai bien le sentiment d'être relativement isolé sur ma position, mais ce n'est pas une raison pour y renoncer. Et je voudrais dire qu'il reste de très nombreuses questions. Très souvent, on parle du rapprochement département-région. C'est une question qui est difficile parce qu'il n'existe pas aujourd'hui de couple département-région. Il existe un couple département-commune depuis très longtemps. Il y a des départements parce qu'il y a des communes. Il y a 36 000 communes, il y a des départements qui assurent la solidarité financière, sociale, territoriale entre les communes d'un même territoire départemental. Si demain on veut changer ce couple, ça nécessite un certain nombre de réformes, de transformations, probablement le transfert vers les communes de compétences départementales d'extrême proximité. Par exemple, une compétence à laquelle on peut penser, c'est celle de la petite enfance, qui est partagée entre les communes et les départements. Mais si l'on veut transférer aux communes, il faut que les communes aient les moyens, il faut leur permettre, si elles le veulent, si elles en ont envie, si elles en ressentent le besoin, de se réunir, et à ce moment-là, elles pourront exercer la compétence transférée du département, et peut-être pourrons-nous regarder autrement ce couple département-commune. Je veux simplement, en conclusion, et en vous remerciant de m'avoir écouté, dire que cette réforme, ce débat mérite d'être mené et d'être mené au bout. Que c'est une vraie réforme, une grande réforme, qu'il ne faut pas avoir peur de s'y lancer, il ne faut pas vouloir tout changer, pas tout le même jour, prendre le temps, mais que la décentralisation ne peut plus aujourd'hui faire l'économie d'une réforme institutionnelle si on veut assurer à la fois son caractère démocratique et son efficacité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à notre collègue Jean-François Voguet pour le groupe communiste républicain citoyen, sénateur de parti de gauche. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Sur cette question de l'avenir des collectivités locales, chacun sait bien que les orientations définies par le Président de la République visent à réduire leur intervention. L'objectif masqué de cette déstabilisation est la reprise en main de ces pouvoirs locaux, de réduire le nombre et l'influence de ces milliers de contre-pouvoirs, jugés d'autant plus insupportables qu'ils s'appuient sur un fort capital de sympathie chez nos concitoyens. Cette sympathie prend ses racines dans les politiques publiques locales, qui sont pour les citoyens autant de réponses concrètes aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne et dans une proximité qui leur permet d'intervenir sur les choix. Or, cette liberté accordée aux autorités locales, pourtant garantie par la Constitution, est aujourd'hui insupportable au pouvoir central, car elle permet aux collectivités locales d'être des points de résistance aux politiques libérales de régression des politiques publiques. Alors, il s'agit aujourd'hui d'imposer le chantier d'une RGPP appliquée aux collectivités locales pour réduire durablement les politiques et les services publics. Aussi, comme veut le dicton populaire, lorsque l'on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Le Président de la République a caché sa volonté de reprise en main par une critique démesurée de la gestion des collectivités locales et de leurs relations bien loin des réalités. À l'entendre, rien ne fonctionnerait et cela coûterait très cher. Ce n'est pas exact. Entre le soi-disant millefeuille, la critique des financements croisés, l'illisibilité des choix et des responsabilités, ce constat qui se veut alarmant sert à justifier une remise en cause totale de l'organisation territoriale et démocratique de notre République. Cette vision se veut aussi confortée par le couplet habituel qu'en Europe ce serait mieux qu'ici et que la lourdeur de notre administration locale serait un handicap. Ainsi, dans ce domaine, comme dans tous les autres, la mise en concurrence et le nivellement par le bas restent en Europe l'objectif central de la majorité. Certes, nous avons beaucoup plus de communes que dans les autres pays, mais nous considérons que c'est une richesse. Ainsi, des centaines de milliers de citoyens élus se consacrent bénévolement au vivre ensemble, à la défense de l'intérêt général
et à la mise en œuvre au plus près des besoins des actions publiques nécessaires. Il serait d'ailleurs temps qu'ils disposent d'un statut, qui leur reconnaisse leur mission et leur permettre de l'exercer. Quant à nos régions, elles ne sont ni plus pauvres ni plus petites que la moyenne européenne et le nombre de nos départements est parfois faible au regard des structures intermédiaires de nombreux pays européens. Certes, en réduisant leur nombre, nous rendrons la taille de ces collectivités plus importante, mais elles seront alors plus lourdes à gérer. Seront-elles alors mieux armées pour entendre et répondre aux besoins de toute la population? Nous n'en sommes pas assurés. Permettront-elles le renforcement de la démocratie locale sur les choix à mettre en œuvre? Nous pensons le contraire. Et puis nous contestons cette mise en concurrence entre les territoires dans notre pays et en Europe. Ne faudrait-il pas plutôt réfléchir au développement de coopération, de politiques et de services publics communs? Car mettre en concurrence les territoires, c'est aussi mettre en concurrence les hommes et les femmes qui y vivent, c'est renforcer les disparités et les inégalités. Pour toutes ces raisons, nous pensons que les premières préconisations de notre mission s'installent dans la logique de la commission Balladur. Nous le regrettons d'autant plus que ce n'était pas son objet. Avant d'envisager toute réforme, nous pensons qu'il aurait été utile et plus sage de dresser un état des lieux partagé sur la situation réelle de nos collectivités locales. À partir des problèmes qu'elles rencontrent, de leurs contraintes et de leurs potentialités, des avancées et des blocages rencontrés dans la mise en œuvre des lois de décentralisation et du toujours nécessaire développement de la vitalité démocratique de nos collectivités, nous aurions, j'en suis sûr, dégagé d'autres axes de réforme. Aussi, nous souhaitons que notre mission poursuive son travail dans ce sens. À la lumière des éléments fournis par l'étude Ernst & Young pour le compte de notre mission, nous demandons que l'ensemble des compétences assurées par nos collectivités fassent l'objet d'une telle étude détaillée ainsi que les relations qu'elles entretiennent avec l'État, afin de réorienter les compétences transférées ainsi que leurs modalités d'application et de financement. Seule cette approche permettra, je le crois, de dégager les axes des réformes à venir. Car de réformes, les collectivités locales en ont besoin. Personne, évidemment, n'est partisan du statu quo, nous non plus. Critiquant les postulats à l'origine des travaux actuels, nous considérons qu'il faut réviser et stabiliser les compétences de celles-ci afin d'ouvrir une phase de consolidation et de décentralisation dans un environnement juridique clarifié et sécurisé. Cependant, nous considérons comme des préalables à toute réforme que les 3 niveaux de collectivités locales soient maintenus sur tout le territoire, y compris en région parisienne et dans les grandes métropoles pour qui le droit commun doit s'appliquer. Sur cette question du Grand Paris, nous souhaitons que notre mission se démarque totalement des préconisations du rapport Balladur ainsi que des propositions du ministre Blanc. Qu'elle soit à l'écoute de la volonté majoritaire des élus concernés, qui travaillent dans le cadre du syndicat Paris Métropole et qui regroupe ce syndicat communes, départements et régions et qui réunit tous les élus de toute sensibilité. En ce qui concerne la clause de compétence générale, il faut qu'elle soit maintenue pour toutes les collectivités locales. Cette compétence générale, c'est le moteur du suffrage universel. C'est elle qui permet l'expression de la souveraineté à partir des projets présentés lors des élections locales. En la supprimant, nous transformons les élus locaux en de simples administrateurs, des managers et aux compétences définies ailleurs et dont la mise en œuvre serait encadrée par l'État ou par une autre collectivité. Nous sommes convaincus que la libre administration de toutes les collectivités locales doit être sauvegardée, mais aussi le respect de l'égalité des citoyens sur tout le territoire. Dans ce contexte, nous sommes favorables au renforcement de coopérations librement consenties au sein d'établissements publics ou de tout autre organisme gérant des compétences déléguées ou des projets communs. Cependant, nous pensons que leur fonctionnement doit être démocratisé pour permettre aux conseils élus des collectivités qui en sont membres d'être mieux écoutés, aux populations d'être associées aux réflexions et aux décisions. Par ailleurs, nous considérons que tout regroupement de collectivités locales doit être rendu possible si et si seulement si la souveraineté populaire s'est exprimée dans ce sens. Enfin, il ne saurait y avoir de réforme des collectivités locales sans que nous nous assurions
du respect des principes d'unité et d'égalité de notre République. Seul le pouvoir central a la mission et le pouvoir de les garantir. Ainsi, nous attendons plus que jamais qu'il stoppe son désengagement actuel dans toute une série de domaines. En un mot, nous attendons son retour aux responsabilités, laissant ainsi les collectivités territoriales assurer pleinement et librement leur mission originale au service de nos territoires et de nos populations. Merci. Vous venez de suivre la présentation des préconisations de la mission Belot sur l'avenir des collectivités territoriales. Vous pourrez revoir cette séance sur notre site internet www.publicsénat.fr. Merci de votre attention et à très bientôt sur Public Sénat.